Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et comme chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et à liker la vidéo. Virginie Buzet fait partie de la longue liste des disparus de Saône-et-Loire ou des disparus de la 6 comme on les appelle parfois. Pour ces crimes, il y a eu des suspects, des arrestations et beaucoup d'enquêtes non résolues, laissant des familles dans l'absence de réponse. 5 affaires seulement seront résolues, une autre laisse planer un doute sur les causes de la mort. Celles de Christelle Mahéry, Christelle Blétry, Pascal Gilles, Valérie Bourget, Anne-Sophie Guirolet et Corinne Taret qui posent question. Entre 1984 et 2005, ce sont 13 jeunes femmes et un homme, âgés entre 13 et 37 ans, qui sont tués, parfois avec des modes opératoires étrangement similaires. Voici leur histoire. Je vais vous présenter les affaires par ordre chronologique. Il y a tout d'abord les disparitions de Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, des cousines, toutes deux âgées de 22 ans. Elles vivent à Liège en Belgique et arrivent en gare de Mâcon où elles préviennent leurs proches. Elles se préparent à visiter la région pendant 15 jours en pratiquant l'autostop. Puis elles prennent la direction d'Aix-les-Bains pour faire de la planche à voile. Un chauffeur routier les prend en stop jusqu'à Charolles, à 57 km de Mâcon, et le 22 août 1984, vers 18h30, elles sont prises en photo par un de leurs amis sur le quai Lamartine à Mâcon. Donc je suppose que c'est cet ami qui les a ramenées de Charolles à Mâcon. Puis certains témoins diront avoir vu les deux jeunes femmes à Aix-les-Bains dans un bar, accompagnées par un homme non identifié. Ensuite, elles disparaissent, simplement munies de leur sac à dos. Pas de corps et aucune piste. L'affaire sera bouclée beaucoup trop vite. Un suspect sera arrêté fin 99, placé en détention provisoire, puis relâché, faute de preuves. Sylvie Aubert a 23 ans. Elle quitte le magasin Mammouth où elle est caissière à Chalon-sur-Saône vers 21h. Elle se prépare à prendre la route de la maison avec son cyclomoteur à Saint-Loup-de-Varennes. Mais elle ne reviendra jamais. Ce 14 novembre 1986, elle disparaît. Son cyclomoteur bleu est retrouvé assez rapidement par son père qui s'inquiétait. Son sac à main est toujours accroché au guidon et une chaussure sera retrouvée au beau milieu de la route. Son corps est retrouvé 5 mois plus tard par 2 étudiants qui se promenaient en canoë. Sylvie a été étranglée avec son foulard. Ses mains sont liées par du fil de fer. Son pull vert lui recouvre la tête. Hormis cela, son corps est entièrement nu dans la rivière de la Deûne à Saint-Loup-Géante. L'enquête n'avance pas et un premier non-lieu est prononcé. Pour éviter la prescription, sa sœur va se constituer partie civile et elle rejoint l'association Christelle. Le 17 janvier 2019, un non-lieu est rendu par la justice. La famille de Sylvie continue son combat pour connaître la vérité, pour mettre un nom, un visage sur la personne responsable de son meurtre. Pendant un temps, un homme du nom de Ulrich Mustermann interpelle. Car l'homme a été condamné à la prison à perpétuité pour les meurtres et viols de 2 jeunes femmes, une allemande et une autre à Avallon dans l'Yonne. Et tout porte à croire que l'homme aurait séjourné à Chalon-sur-Saône en 1986. On le sait grâce à une inscription à la salle de sport du coin. Mais les investigations n'iront pas plus loin. Les avocats de la famille Aubert demandent l'audition de plusieurs témoins. Des investigations sont aussi demandées pour un autre suspect, Pascal Jardin, qui connaissait le coin. Ils recherchent également des similitudes entre ce meurtre et d'autres crimes perpétrés dans la région, envisageant de ce fait l'hypothèse qu'un tueur en série vivait ou vit encore dans la région. Christelle Mahéry disparaît le 18 décembre 1986. Le corps de la lycéenne de 16 ans est retrouvé dans une cave dans un immeuble du Creusot ou 12 rue des Capucines, très peu de temps après sa disparition. L'adolescente a reçu de nombreux coups de couteau, 32 pour être précise. Elle s'est battue ou défendue contre son agresseur.
mais une longue agonie s'en serait suivie. Le facteur, au cours de sa tournée, aurait vu un jeune homme blond partir de façon précipitée, mais rien de plus. Un non-lieu est prononcé le 19 février 1990, et en août de la même année, toutes les pièces du dossier sont détruites. Ses vêtements, ses bijoux et un couteau retrouvés dans un buisson non loin du HLM. En septembre 2005, suite à la découverte de 2 ADN sur une lettre anonyme envoyée à la police à l'époque, une information judiciaire est ouverte. Mais c'est grâce au témoignage de son petit ami de l'époque, recueilli par un détective privé en 2004, qu'un homme, Jean-Pierre Murat, 19 ans au moment des faits, sera arrêté en 2011. L'homme aurait avoué le meurtre au petit ami de la victime devant 2 témoins un soir de 1991, lui proposant même un dédommagement. Jean-Pierre Murat va bien sûr nier en bloc cette conversation. Cependant, au cours de la perquisition de son domicile, des couteaux aiguisés d'une façon très particulière sont retrouvés chez lui. Ils correspondent étrangement aux couteaux retrouvés sur la scène de crime à 150 mètres environ. Jean-Pierre Murat est condamné à 20 ans de prison en juin 2015. Diagnostiqué schizophrène, il clame son innocence et fait appel de la décision. Le procès en appel débute le 16 juin 2016. Au cours de ce procès en appel sera lu un courrier envoyé par l'accusé au procureur général en mars 2016. L'homme avait déjà contacté des médias ainsi que le préfet de la même façon. Une phrase va attirer l'attention et sera lue. Dans ce courrier, M. Murat semble s'adresser aux copains de la victime par ces mots : « Elle a tué ton bébé, Michel. J'ai bien fait de lui couper la gueule à cette putain. » Et il est vrai que oui, Christelle a bel et bien avorté quelques mois avant son décès. La présidente de la cour va demander à Jean-Pierre Murat le pourquoi de ce courrier. Il n'aura que cette réponse que je cite : « Je ne sais pas, peut-être à cause du premier procès. » C'est tout des suppositions, c'est mon imagination quoi. Les proches de Jean-Pierre Murat diront à la barre qu'il n'a jamais croisé la victime, pourtant il fréquentait le quartier de la Charmille. Son ex-compagne le défendra également à la barre. Selon elle, il serait innocent, qu'il est simplement victime de sa maladie, la schizophrénie, qui sera au cœur du débat de l'appel. Le verdict est rendu le 24 juin 2016. Jean-Pierre Murat est condamné à 20 ans de prison. Marthe Buisson, une adolescente de 16 ans, fugue de son foyer dans lequel elle est placée depuis 3 ans et part en autostop dans la nuit du 15 au 16 août 1987. Des témoins rapportent l'avoir vue faire de l'autostop au niveau du péage de Mâcon Nord et à manger sur une aire d'autoroute avec un homme. Son corps est retrouvé agonisant, le crâne fracassé et couvert d'ecchymose par un couple d'Allemands le 16 août 1987 sur une bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6 à 19h, à une centaine de mètres de l'aire de Mâcon-Saint-Albin. Elle meurt malheureusement à l'hôpital des suites de ses blessures. Marthe Buisson aurait très bien pu se faire jeter d'une voiture roulant à vive allure sur l'autoroute. Ses effets personnels seront retrouvés sur une autre aire de repos, celle du Royer de Bourges, mais dans la direction opposée, celle de Lyon. Les gendarmes vont recevoir un courrier anonyme avec un numéro de plaque d'immatriculation, mais ça ne donne rien. Malgré toutes ces informations, les recherches sont vaines, la plaque d'immatriculation ne mène nulle part. Des témoignages donnés en 1996 pointent vers un homme qui se serait donné la mort très peu de temps après le meurtre. Mais aucune enquête ne sera faite à son sujet. Nathalie Maire, une employée saisonnière d'un restaurant sur l'autoroute de Mâcon-Saint-Albin, âgée de 18 ans, est battue à mort avec un manche à balai, puis étranglée avec une rallonge électrique le 3 septembre 1987. On retrouve son corps dans la baraque à frites qu'elle tenait. C'est une de ses amies venue la chercher qui la découvre. Elle décède malheureusement à l'hôpital. Alors que des témoins sont juste à côté, en train de manger, une dispute assez violente aurait éclaté dans la baraque à frites.
Une bretelle de soutien-gorge sera même trouvée sur les lieux et celle-ci n'appartient pas à Nathalie. Un témoin dira avoir vu un homme prendre la fuite en passant par l'arrière de l'aire d'autoroute, mais l'enquête n'a jamais abouti. À savoir que Nathalie avait été entendue en tant que témoin dans le meurtre de Marthe Buisson, survenu 15 jours plus tôt. Sa maman a même été menacée à l'époque, des coups de feu seront tirés sur son domicile. Nathalie aurait-elle été tuée car elle savait ou avait vu quelque chose? La maman de Nathalie a-t-elle aussi rejoint l'association Christelle? Carole Soltysiak, la plus jeune d'entre elles. Elle passe l'après-midi avec des amis, puis sort avec son petit ami acheter un petit cadeau. Ils se séparent à une centaine de mètres de la cité Verneuil où elle vit avec sa famille. Âgée de 13 ans, elle disparaît en fin de journée le samedi 17 novembre 1990. Son corps est retrouvé le lendemain dans le bois de Roselay, à environ 15 km de Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, par un chasseur. La fillette a été violée, étranglée et tuée de 4 coups de couteau au niveau du thorax. Son corps est retrouvé dénudé. Le ou les auteurs tenteront de brûler son corps avec un mélange d'essence et d'alcool. En 2000, 2 hommes sont arrêtés et remis en liberté en 2001, car leur ADN ne correspond pas à celui qui fut prélevé sur le corps de l'enfant. En 2005, cet ADN est comparé à celui de Francis Saulme et Michel Fourniret, mais ils ne correspondent pas non plus. Christelle Blétry, une étudiante d'un lycée agricole à Verzovre de 20 ans, rentre d'une soirée passée chez des amis à Blanzy le soir du 28 décembre 1996. Vers minuit, elle quitte la soirée. Son corps, recouvert de 123 coups de couteau, est retrouvé au bord d'un chemin forestier sur la route du lieu-dit de l'étang d'Ocle à la sortie de Blanzy. Les conclusions de l'autopsie sont formelles. Christelle était assise au moment de sa mort, sur le siège côté passager d'une voiture par exemple. Il y a bien sûr eu des suspects, un jeune homme qui l'avait menacé quelques jours auparavant, mais il a un alibi fourni par 8 témoins. Il est mis hors de cause. En 2003, c'est un ami de la famille qui sera placé en garde à vue puis relâché. Et enfin, un homme, Pascal Jardin, est arrêté, inculpé et condamné pour son meurtre le 2 février 2017. Son ADN est retrouvé sur ses vêtements. Sa peine est confirmée le 3 octobre 2018. Pendant sa garde à vue, il va avouer le meurtre de Christelle, mais se rétractera quelques semaines plus tard. Virginie Bluzet quitte la maison familiale à Beaune en Côte d'Or pour se rendre à une soirée. Âgée de 21 ans, elle disparaît le soir du 7 février 1997. On retrouva son corps le 17 mars 1997 à Verdun-sur-le-Doubs, sur les bords de la Saône. Elle est retrouvée menottée, ligotée et bâillonnée. En 2009, la famille pousse pour relancer l'enquête qui n'avance pas. Son père rejoint l'association Christelle. La piste de Pascal Jardin intéresse la famille et leur avocat, étant donné que les meurtres ont été commis avec 1 mois d'écart et que le restaurant où elle travaillait était livré par l'entreprise où Pascal Jardin travaillait. Son ADN sera aussi comparé aux 25 ADN inconnus retrouvés sur le matelas de Michel Fourniret, mais ça ne donne rien, il n'y a aucune piste, pas de suspect, ni d'arrestation. Vanessa Thiellon, âgée de 17 ans, est apprentie cuisinière. Elle disparaît le 1er juin 1999 en quittant le domicile familial après avoir attendu en vain son petit ami. Son corps est retrouvé le 5 juin au bord de la Saône à Mâcon. Elle est retrouvée dénudée avec de nombreux hématomes sur le corps et elle aurait également été droguée. Seule une chaussure encore accrochée à un de ses pieds permettra de l'identifier. Son petit ami est placé en garde à vue puis relâché. Les conclusions de l'autopsie sont vagues. Elles ne permettent pas de connaître les causes exactes du décès. L'enquête piétine et elle n'avance pas. Le 25 mars 2016, son corps est exhumé pour connaître les circonstances exactes de sa mort, mais en vain. Les enquêteurs veulent également tester son ADN et le comparer à celui retrouvé dans le fourgon de Michel Fourniret, mais ça ne donne rien non plus. L'enquête est toujours au point mort. Pascal Gilles meurt à l'âge de 19 ans le 25 novembre 1999 à Montagny-les-Buxy. Il a été assassiné par un autre jeune homme de 21 ans pour une histoire d'amour.
L'ex-copine du jeune suspect l'aurait quitté pour se mettre en couple avec Pascal, vivant à Écuise. Pascal trouve la mort à la suite de multiples coups de couteau et de pierre dans un ancien blocos. Les experts médico-légaux ont estimé que 26 plaies ont été portées au corps de Pascal, occasionnant un traumatisme crânien ainsi qu'un enfoncement de la boîte crânienne. Le jeune homme de 21 ans est reconnu coupable d'assassinat car, selon des témoins, il aurait déclaré à de multiples reprises vouloir tuer Pascal ainsi que son ex-petite amie. Il est condamné à 25 ans de prison le 19 juin 2002. Il ne fera que 13 ans de détention, bénéficiant d'une semi-liberté. La famille de Pascal est indignée de cette décision de justice et cela va aussi poser la question de l'aménagement des peines. Valérie Bourget, 22 ans, disparaît le jeudi 21 octobre 2004 en Saône-et-Loire. Elle quitte le domicile familial de Saint-Vallier, une cité ouvrière, vers 21h et prend sa voiture, une Peugeot rouge, pour rejoindre une amie au Creusot. Puis elle disparaît. Les mardis et mercredis 26 et 27 octobre, les pompiers sondent plusieurs étangs du coin car sa voiture est retrouvée à proximité de la mairie de Saint-Vallier le samedi, laissant à penser qu'elle n'est pas allée bien loin. Des investigations sont faites sur son téléphone portable, resté allumé jusqu'à 21h30, montrant qu'elle a eu des échanges avec un jeune homme qu'elle connaissait. Le mercredi, il est convoqué. Le jeune homme, témoin dans l'affaire, dira qu'il avait rendez-vous avec elle, qu'ils se sont bien parlé au téléphone, mais que cette dernière n'est jamais venue. Le lendemain, il se rend au commissariat et avoue avoir tué Valérie, puis avoir dissimulé son corps près de Blanzy, dans un bois du Plessis. Le corps de Valérie est retrouvé, habillé et en partie dissimulé sous des feuillages. Le suspect dira dans ses premières déclarations s'être violemment disputé avec elle. La dispute se serait transformée en bagarre, conduisant au décès de Valérie. Une autopsie a eu lieu le 29 octobre à 14h. Selon les premières constatations, Valérie serait morte étranglée, mais on ne connaît pas vraiment le mobile du geste. On ne peut que spéculer. Valérie avait un petit ami, elle était même au téléphone ce soir-là avec lui, avant de sortir. Le jour suivant, Valérie devait passer un entretien d'embauche. Ce soir-là, elle voulait peut-être sortir un petit peu pour se détendre. Elle va demander à une amie de sortir avec elle, mais elle n'est pas libre. Valérie sort seule ce soir, rejoindre cette amie chez elle. Mais au cours de sa route, elle va rencontrer cette amie, entre guillemets, qu'elle aurait rejoint donc devant la mairie du village, laissant sa voiture sur le parking. La Renault Laguna du suspect sera passée au crible par la police scientifique. L'homme sera condamné à 20 ans de réclusion et libéré après 14 années de détention. Mais par contre, je n'ai pas réussi à trouver la date exacte du verdict. Anne-Sophie Guirolet a 20 ans et elle est étudiante en 3e année de médecine. Elle disparaît après un gala de danse le 19 mars 2005 à 23h30 à bord de sa voiture, une Peugeot 405 grise. Elle devait rejoindre son petit ami non loin du club, mais elle n'arrivera jamais. Le 22 mars 2005, on retrouve sa voiture au fond de la Saône sur le toit, mais aucune trace d'elle. Dans la voiture, malgré tout, on retrouvera des traces d'ADN partielles. Le 2 avril 2005, son corps est retrouvé près d'un pont, flottant dans la Saône. Anne-Sophie a subi une agression, sa jupe est relevée et son soutien-gorge est vrillé. Elle aurait reçu de nombreux coups au thorax, ainsi qu'à la tête, puis aurait été étranglée. Peu de temps après sa disparition, un témoin donnera une description d'un homme au comportement étrange sur le parking du club. Mais le portrait robot semble ne pas porter ses fruits. Après la découverte du corps, 15 personnes sont placées en garde à vue puis remises en liberté. On commence à voir des similitudes avec le meurtre de Vanessa Thiellon. L'enquête, comme toutes les autres, peine à avancer. Mais 7 ans plus tard, grâce à de nouvelles expertises ADN, retrouvées dans sa voiture ainsi que son t-shirt, un homme, Jackie Martin, est inculpé pour son crime le 19 juin 2012. Il avait été condamné à 22 reprises
pour de petits délits, comme escroquerie par exemple. Mais après enquête, on se rendra compte qu'il avait déjà tenté d'agresser une autre jeune femme. Le 29 septembre 2016, il est condamné à 30 ans de prison, mais fera appel de la décision. Jugé en appel, il est condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Corinne Tarret a 35 ans. C'est une exploitante équestre et elle est installée depuis 2 ans dans cette exploitation. Elle a beaucoup de projets en tête et elle avait même signé plusieurs contrats très peu de temps avant de mourir. Pourtant, elle est retrouvée blessée et inconsciente, une balle en pleine tête, dans la cour de sa fermette, à l'étang de Brandon dans le Creusot, dans une caravane, le 28 juin 2005 par sa colocataire à Saint-Pierre-de-Varennes. Son visage est couvert de sang, une arme est retrouvée dans sa main. Plongée dans un coma artificiel, elle meurt le 5 février 2007 à l'âge de 37 ans. La thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. En 2010, un juge d'instruction donne le feu vert pour rouvrir l'enquête. Les proches rejoignent l'association Christelle pour avoir plus de poids et parviennent à demander au juge de faire une reconstitution des faits en 2013. La famille doute toujours sur la théorie du suicide. 3 experts de Dijon iront dans leur sens, estimant que la trajectoire de la balle ne correspond pas à un suicide. Certains estiment que le point d'entrée est à droite, d'autres le voient à gauche, et là, pour eux, c'est beaucoup plus difficile de mettre fin à ses jours. Corinne serait donc victime d'un meurtre qui ressemble à un suicide. Pourtant, en septembre 2021, un non-lieu est prononcé, et le 1er février 2022, la justice conclut au suicide de Corinne et referme le dossier. Je vous remercie d'avoir écouté ou regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère également avoir donné toutes les informations sur chacune de ces affaires et si ce n'est pas le cas, je vous invite à compléter mes lacunes en commentaire. N'hésitez pas non plus à donner votre avis sur ces crimes qui pour la plupart restent non résolus. Je vous mets également en barre d'informations le site de l'association Christelle. En faisant des recherches plus approfondies, j'ai pris connaissance de l'existence d'autres affaires. Je ferai donc une autre vidéo au sujet des crimes ou disparitions de Saône-et-Loire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous ce week-end pour une nouvelle vidéo d'actualité crimes et disparitions. Et d'ici là, n'oubliez pas, même devant le malheur arrivé, le moment où cesse l'incertitude produit toujours en nous une sorte d'apaisement. Alors seulement l'œuvre de la résignation commence. Diane de Beaussac.